Pourquoi huile essentielle et antibiotiques ne font pas toujours bon ménage? Euh, alors, je voulais. Est-ce que c'est un sujet et j'avais presque envie de le, de le proposer à Poloche parce qu'en fait, ça parle quand même pas mal. Ça parle des bactéries, de fait, puisqu'on parle d'antibiotiques. Et elle aurait peut-être encore il y a des choses à rajouter, mais là, moi, je vais l'aborder de façon vraiment très, très vulgarisée. On va se fier à ce que nous dit l'article. Et si vous voulez embêter Poloche avec par la suite, n'hésitez pas. J'ai envie de dire, lui dites pas que c'est de ma part. Je sais pas si t'es encore là, Poloche. J'ai rien dit. N'embêtez pas Poloche. Non. mais, euh, mais voilà, moi l'information en tout cas que je voulais faire passer, c'était déjà attention, antibiotiques et huiles essentielles. Je vais dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais attention, huiles essentielles et médicaments dans tous les cas. Si vous utilisez des huiles essentielles, prévenez votre médecin et à défaut, votre pharmacien quand vous allez récupérer des médicaments. Dans tous les cas, c'est bien que le professionnel de santé qui va vous médicamenter, il ait cette info. Que ce soit des huiles essentielles, que ce soit aussi, on avait vu ça sur de la prise de CBD et bien sûr encore plus de THC, même si c'est illégal, si jamais vous en consommez et que vous êtes en confiance avec votre professionnel de santé, dites-le lui parce que ça peut avoir un impact sur votre traitement. Donc voilà, CBD et THC. Donc c'est quand même des choses à avoir en tête. Alors peut-être, j'en oublie certainement, mais voilà, les huiles essentielles aussi. Et comme les antibiotiques, on connaît le problème de l'antibiorésistance quand même qui est de plus en plus préoccupante. C'est vraiment un truc voilà, qui fait un peu flipper beaucoup de personnes dans le monde de la santé. Hein. L'OMS, ça fait des oui, 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 warning, warning. Euh, Même si huiles essentielles sur le corps et antibiotiques dans le corps, bah, si tu mets le composé d'huile essentielle, il va pas rester à la surface, il va pénétrer, même si tu le mets sur le corps. Ça va, chaton? Tu te réveilles? Tranquille ou bilou? Ouais. Ok. Je sens qu'il va venir squatter les genoux. Voilà, j'aurais parié, j'aurais gagné. Donc en fait, ça va pénétrer. Donc dans tous les cas, je pense pas. Effectivement, il y a plein de modes d'administration des huiles essentielles. Vous pouvez les inhaler, les ingérer, en pommade. Enfin, je sais pas comment on dit, miaou. Mais le fait est qu'effectivement, ça peut être problématique, mais ça a quand même des aspects positifs. Donc, on va regarder justement ce que nous dit l'article. Je vais sauter un certain passage. À un moment donné, il parle d'une bactérie en particulier sur laquelle ils ont fait l'étude parce que The Conversation, c'est un article de The Conversation. Ce sont des là, c'est Catherine Yannes, professeure en microbiologie à l'université Marie et Louis Pasteur, UMLP. Donc, ce sont des gens un peu pointus quand même qui parlent. Et là, quand ils décrivent la bactérie, bon, je ne suis pas sûre que ce soit essentiel. Et encore une fois, vous aurez le lien vers l'article dans le Discord. Donc, si vous voulez creuser, vous pourrez. Inhaler, ingérer, appliquer sur la peau, les huiles essentielles agrémentent le quotidien de nombreuses personnes. Pourtant, ces substances ne sont pas anodines. On peut même dire que, et c'est là le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que comme c'est naturel, que c'est pas grave et on va doubler les doses, on va utiliser ça n'importe comment, mais concrètement, ça peut tuer. Il y a malheureusement des cas de décès, alors notamment chez des nourrissons, avec l'utilisation d'huile essentielle. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. On se renseigne et on respecte les dosages et l'utilisation. Des travaux récents démontrent notamment que certaines d'entre elles, comme les huiles essentielles de cannelle et de citronnelle, peuvent interférer avec l'usage des antibiotiques. Ils parlent en particulier de ces deux-là parce que c'est les deux qui ont été testés, mais ils sont en train d'en tester d'autres. L'huile d'olive et l'huile essentielle pour la salade. Donc la résistance des bactéries aux antibiotiques ou antibiorésistance est un sujet d'inquiétude majeur
au point que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a adopté un plan d'action mondial pour combattre ce fléau. Donc c'est vraiment pas quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux. Même si, bon, on pourrait reparler des actions et des financements qui sont clairement pas à la hauteur, mais il y a quand même une grosse inquiétude majeure quand même, quoi. Naturel, c'est du concentré de concentré. Oui, oui, puis naturel ne veut pas forcément dire sans danger, hein. Le venin de serpent, c'est naturel, c'est dangereux. Il y a plein d'autres trucs, si vous êtes allergique, ça va être dangereux et c'est naturel, hein. Certains pollens, les cacahuètes, c'est naturel, mais ça peut être dangereux pour certaines personnes. Enfin bref, naturel n'est pas forcément synonyme de pas dangereux, quoi. Mais la mise au point de nouveaux antibiotiques destinés à remplacer ceux devenus inefficaces n'est pas si simple, pour plusieurs raisons, toujours selon l'OMS. Manque d'investissement privé, et ça c'est concret. Le développement soit de nouveaux antibiotiques ou de nouveaux médicaments, ça coûte cher. Il y a une autre technique qui s'appelle la phagothérapie, ou qu'on appelle aussi les bactériophages. On appelle c'est des phages ou bactériophages, qui est une piste qui est déjà utilisée dans certains pays. Le problème, c'est que il y a quelques inconvénients à cette thérapie. Il y a aussi des avantages puisqu'elle cible une bactérie en particulier et elle ne cible pas toutes les bactéries du corps. Parce que quand vous prenez des antibiotiques, souvent ça va vous ravager, par exemple, tout ce qui est microbiote. Ça peut avoir des conséquences très graves parce qu'en fait, l'antibiotique, lui, c'est une sulfateuse. Il détruit tout. Voilà, il fait pas bactéries, bam. Alors que le phage, lui, au contraire, c'est plutôt le sniper. Bactérie gentille, non. Ah, bactérie que je vise, ok, ça c'est ma target. Je ne m'attaque que à elle. Ça, c'est une grosse différence aussi entre antibio et phagothérapie, si vous en avez déjà entendu parler. Sauf que le problème, c'est qu'il faut trouver tous les phages qui correspondent aux bactéries qu'on veut tuer. Donc ça prend beaucoup de temps pour les trouver et savoir qui va avec qui tue qui. En plus de ça, il y a quand même quelques petits inconvénients parce que les phages vont faire éclater les bactéries et parfois ça peut engendrer des réactions du corps aussi. Il y a aussi le fait que ces phages, pour que ça soit utilisé à un niveau industriel, il faut pouvoir les multiplier, il faut pouvoir les conserver et tout ça, c'est pas si simple que ça et ça coûte de l'argent. Donc en fait, les investissements privés, ils sont relativement ridicules à l'heure actuelle, dans tout ce qui est phagothérapie, même si ça commence à venir. Innovation en berne, produit en développement n'apportant pas suffisamment d'avantages par rapport aux antibiotiques existants, ce qui est un petit peu le cas des phages sur certains aspects. Développement trop rapide de résistance bactérienne. Donc voilà, donc en gros, tout translate, hein, en traduction, c'est la merde. Voilà, je ne vois pas trop comment le dire autrement. À savoir que, pour reparler des phages, dans certains cas, au final, les phages ont sauvé la vie de personnes chez qui les antibiotiques, justement, ne faisaient plus effet à cause de la fameuse antibiorésistance. Mais voilà, on ne peut pas en faire une généralité aujourd'hui. Donc, dans un tel contexte, on constate un intérêt pour l'exploration de certains traitements traditionnels et basés sur des substances perçues comme naturelles, non seulement de la part de la communauté scientifique, mais aussi du personnel soignant et de la population générale. Les huiles essentielles retiennent notamment l'attention car un certain nombre d'entre elles sont dotées de propriétés antimicrobiennes. Donc ça, c'est cool. Un constat qui fait s'interroger sur la possibilité de les utiliser seules ou en association avec des antibiotiques. Ah oui, si ça peut booster un peu les antibiotiques, pourquoi pas? Puisque les huiles essentielles, elles ont des propriétés antimicrobiennes, ça pourrait être cool. Voire les utiliser sans les antibiotiques si c'est assez puissant. Toutefois, comme souvent, la réalité est complexe. Vous savez qu'on aime bien ce terme sur cette chaîne, souvent c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est normal. Et au-delà de la question de leur efficacité réelle, certaines d'entre elles peuvent interférer avec l'usage des antibiotiques, comme l'ont montré nos travaux menés sur la bactérie pathogène Pseudomonas aeruginosa. Désolée si
La prononciation n'est pas la bonne. Pseudo-menace. Voilà. Les huiles essentielles efficaces contre les bactéries. Selon une revue de la littérature scientifique publiée en 2019, sur les quelques 250 huiles aujourd'hui commercialisées, une douzaine, lavande, thym, cannelle, arbre à thé, qu'on appelle aussi tea tree, menthe, eucalyptus, sauge, clou de girofle, cache-boute, je vais le prononcer comme ça, hein, présentent des propriétés antimicrobiennes intéressantes, qu'elles soient antifongiques, antivirales ou antibactériennes. Dans les pseudos, et hop, on retiendra donc que les pseudos, c'est pas mal, oui. Soulignons que ces huiles n'ont pas toutes la même efficacité et qu'elles ne sont pas actives sur les mêmes micro-organismes. Donc il y a ça aussi. C'est pas parce que vous avez tel type d'huile essentielle que forcément ça va agir sur tous les trucs. Donc il faut aussi utiliser, c'est un peu comme tout, hein, la bonne substance pour oh, j'ai un petit chat qui me regarde avec des yeux d'amour. La bonne substance pour pour lutter contre la chose. Oui, moi chaton. Je sais pas si vous l'entendez, mais là il est en train de me miauler, genre regarde-moi. Soulignons que ces huiles essentielles n'ont pas tout le même message, je l'ai déjà lu. Par exemple, les bactéries à grammes positifs semblent plus sensibles aux huiles essentielles que les bactéries à grammes négatifs décrites par l'OMS comme étant les plus hautement résistantes. Enfin, même si l'activité antimicrobienne des huiles essentielles est scientifiquement établie, leurs effets sont beaucoup plus modestes que celui des antibiotiques et les concentrations utilisées doivent être très supérieures. Donc, ce qui peut engendrer aussi, c'est vraiment une certaine toxicité trop concentrée. Et les effets, je crois qu'à la fin de l'article, il parle de c'est genre c'est 100 ou 1000 fois moins selon bien sûr les trucs que les antibiotiques, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Le truc de grammes positifs, grammes négatifs, je m'étais un peu posé la question de ce que c'est. Et en fait, c'est donc deux types de membranes de bactéries. On parle de grammes parce que c'est un test qui est fait où le gramme positif, en fait, c'est quand les bactéries à grammes positifs sont mises en évidence avec une technique de coloration appelée coloration de grammes. C'est pour ça qu'on parle de grammes positifs ou grammes négatifs. Soit la coloration, elle a prise et on parle de grammes positifs, soit elle l'a pas prise et on parle de grammes négatifs. Donc à la base, c'est juste le nom du test. Et pourquoi la coloration, elle prend ou elle prend pas? En fait, c'est lié à des différences au niveau de la structure de la membrane. Mes vieux cours de microbiologie. Moi, j'avais jamais appris ça. J'avais souvent entendu le terme un gramme positif, gramme négatif, sans forcément savoir. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette petite digression sur le gramme, pour que vous couchiez moins bête ce soir. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Vous aurez certainement oublié demain, mais bon. Donc, gramme négatif, gramme positif, en fait, la différence, c'est que vous avez la membrane et vous avez des peptidoglycanes qui font partie de la paroi. Sur un gramme négatif, ces peptidoglycanes, il y en a très peu. La couche, elle est très très mince. Alors que sur une bactérie à gramme positif, il y a beaucoup de peptidoglycanes. Il y a vraiment une sacrée couche de peptidoglycanes. Voilà, c'est la grande différence. Donc, c'est vraiment la paroi de la bactérie qui a un sandwich un petit peu différent, avec un steak, on va dire, plus gros au milieu dans le gramme positif que dans le gramme négatif. Pour vous faire la version simple et peut-être pour vous réveiller, peut-être si vous êtes en train de manger, vous parlez de steak, peut-être, enfin de manger tout simplement de burger. Ça peut être un steak végétal, hein. Voilà, plus épais. Mais voilà, c'est la différence qui fait que la coloration, elle prend ou pas. Donc, par rapport avec leur vision de la vie, et si elles sont plutôt positives ou négatives. Non, voilà, c'est pas. Il n'y a pas de. Non, pas de rapport. Il dit qu'il voit pas de rapport, il dit qu'il a plus de genoux. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Euh, Donc voilà, la même efficacité, les grammes, ta. Donc, à grammes négatifs, les plus problématiques, justement, il y a cette fameuse pseudomonas.
qui est en quelque sorte l'archétype des bactéries résistantes pointées par l'OMS. Donc là, il parle de justement la pseudomonas. En fait, le truc, c'est que elle a un génome particulièrement grand. Donc là, c'est là où Poloche aurait pu en dire un petit peu plus que moi sur justement le fait d'avoir un génome plus grand. Qu'est-ce que ça permet. Elle peut adapter son métabolisme à de nombreux environnements. Elle peut coloniser plein de milieux. Et et en fait, on la retrouve souvent chez pas mal de patients, et notamment chez les patients atteints de mucoviscidose qui sont plus fragiles, notamment de par leur traitement pour lutter contre les maladies. C'est une championne de l'antibiorésistance. Est-ce que là... Hum, 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 hum. Donc, les huiles essentielles, une arme à double tranchant. Selon plusieurs enquêtes menées entre 2019 et 2023, au moins un quart des patients atteints de mucoviscidose déclarent consommer des huiles essentielles afin d'améliorer leurs conditions de vie, souvent en parallèle de leur traitement antibiotique. Donc, c'est là où c'est intéressant de savoir du coup si ces huiles essentielles vont pas avoir un impact négatif sur leur traitement antibiotique. Dans ces contextes, il est donc particulièrement important de comprendre comment interagissent antibiotiques et huiles essentielles. Il s'agit notamment de détecter d'éventuelles synergies qui pourraient soit améliorer l'efficacité des traitements pris par le patient ou, à l'inverse, de mettre en évidence des antagonismes qui la diminueraient. Est-ce que tu peux avoir une synergie positive comme une synergie négative? Et donc voilà, donc ça serait bien de le savoir, vu que c'est quand même, après un moment, une pratique très courante. On met une goutte de colorant violet sur la lame, sur les bactéries à identifier. Ensuite, un petit coup d'eau pour enlever le colorant. Les bactéries Gram plus auront absorbé et retenu le colorant, apparaissant donc ensuite en violet foncé au microscope. Les bactéries Gram négatives, elles, auront moins absorbé le colorant et apparaîtront roses. Voilà pour la description de ce que vous allez observer en faisant le test de Gram. Merci, Croc. Et c'est malheureusement ce second type d'interaction qu'ont révélé les récents travaux menés dans notre laboratoire. Thèse de doctorat Alexandre Tétard. Sacré nom de famille. En même temps, je ne vais pas juger, j'en ai un qui est pas mal aussi. Et c'est le but de l'identification de bactérienne en laboratoire. En étudiant les effets de l'huile essentielle de cannelle et plus particulièrement de son composé majoritaire, le cinnamaldéhyde, sur Pseudomonas machin truc, nous avons constaté que cette substance induisait l'expression de 4 pompes d'efflux différentes chez ces bactéries. Alors un peu plus haut, justement, quand il parlait de la bactérie, je crois qu'il parlait aussi des mécanismes justement de résistance de la bactérie aux antibiotiques. Et donc là, on voit que l'huile va activer un de ces mécanismes qui sont des pompes d'efflux. Et il va y avoir un petit schéma. Voilà. Donc en fait, vous avez la bactérie ici. Donc la membrane de la bactérie en vert, l'intérieur de la bactérie avec son, je suppose c'est son ADN qui est très long. Et en fait, là, la pilule est censée représenter l'antibiotique qui va être absorbé par la bactérie en cas de traitement. Mais lorsque va y avoir l'huile essentielle qui va rentrer en contact avec la membrane de la bactérie, ça va créer malheureusement des petites pompes d'efflux, donc qui vont permettre à la bactérie d'expulser l'antibiotique. Efflux des antibiotiques par la bactérie. Pompe qui n'était pas là, qui n'apparaît pas s'il n'y a pas le contact de cette huile essentielle. Donc on voit que malheureusement, dans ce cas-là, ça va permettre à la bactérie d'expulser l'antibiotique et donc l'antibiotique n'aura plus d'effet, le traitement ne marchera plus et on sera à l'inverse de l'effet souhaité. Donc c'est quand même pas mal de savoir ce genre de choses quand on prend des huiles essentielles. Hop.
Donc là, ça explique ce que c'est la pompe des flux, mais je viens de vous l'expliquer. S'il y a besoin d'autres explications, si vous avez d'autres questions, hésitez pas, hein. Si c'est pas clair, le truc de la pompe des flux, on peut en reparler. En fait, ces petites pompes, comme c'est mis ici, elles permettent d'évacuer certains composés toxiques pour la bactérie, comme les antibiotiques. Donc ça, c'est une des capacités. Hop, tac, 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 tac. Heu, les pompes sont déjà ce sont des protéines codées dans le génome de la bactérie. L'huile essentielle ne produit pas les pompes, elle active. Oui, oui, c'est merci pour la précision, Bokit, mais c'est effectivement ça, c'est pas, l'huile qui va produire la pompe, hein, c'est vraiment, ça va faire qu'activer la pompe de la bactérie. Effectivement, comme tu dis, elle est déjà, la bactérie a déjà l'info, elle sait déjà le faire, c'est juste qu'elle le fait pas si elle en a pas besoin et là, c'est au contact de cette huile elle va le faire et bonsoir à toi, Bokit. Mais oui, 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 hein. Hop. Essentiel, la mise en place réponse physiologique. Donc ça c'est un des problèmes. Donc là, c'est un peu plus décrit, hein. Je vous fais un résumé, hein, comme je vous disais, là, je suis plutôt en fin, je vais pas forcément tout lire. L'article est quand même assez long. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes. Ce type de mécanisme n'est pas limité à l'huile essentielle de cannelle. Nos travaux menés sur le citral, un composé majoritaire présent dans les huiles essentielles de citronnelle, ont révélé que cette substance induisait l'activité de deux systèmes d'effluves différents, augmentant la résistance de Pseudomonas à deux grandes familles d'antibiotiques. Donc, on voit qu'il n'y a pas... voilà, ils l'ont constaté sur avec plusieurs huiles essentielles. En tout cas, ces deux-là pour l'instant, mais comme je vous disais, il y a encore des études où ces huiles activaient ce système de défense-là chez la bactérie. Donc, la bactérie, elle met au contact de l'huile ces petites pompes en route et malheureusement, bah, c'est l'antibio qui est expulsé, quoi. Euh, Certains composés contenus dans les huiles essentielles peuvent donc induire différents mécanismes de défense chez les bactéries, dont certains s'avèrent être une source de résistance aux antibiotiques. Donc là, donc ça, c'est un antibiotique, là tout seul, et là, antibiotique plus huile essentielle. Et la tache sombre ici, où vous avez que l'antibiotique, c'est en fait qu'il n'y a pas de bactéries. C'est une zone sans bactéries. La bactérie n'a pas pu se reproduire. L'antibiotique a fonctionné. Et là, si c'est ouvert, c'est parce que l'antibiotique, il y a de l'antibiotique plus du citral. Et du coup, ça a annihilé l'effet de l'antibiotique. Le citral a annihilé l'effet de l'antibiotique. Et du coup, bah, il y a des bactéries partout. Elles ont pu faire leur vie tranquillou bilou, quoi. Hum, 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 hum. Donc le citral a permis aux bactéries d'éliminer l'antibiotique. Par ailleurs, des recherches menées avec le chimiste Gaëtan Misselin et Jean-Michel Brunel des universités de Strasbourg et d'Aix-Marseille ont aussi montré que certains composés naturels comme le citral forment des liaisons irréversibles avec les antibiotiques, ce qui les inactive totalement. Donc là, on a vu l'effet que l'huile essentielle avait sur la bactérie, que ça permettait à la bactérie d'activer ses petites pompes et du coup virer l'antibiotique. Mais il y a un autre effet pas cool, et cette fois-ci, c'est pas directement sur la bactérie, mais sur la capacité d'action de l'antibiotique, où en fait, bah, l'huile essentielle va complètement inactiver l'antibiotique. Et là, ce sera même plus une question de est-ce que la bactérie est résistante ou pas. Ce sera juste l'antibio ne marche plus parce qu'il y a une interaction négative entre l'huile essentielle et l'antibiotique. Donc c'est encore autre chose. L'activité des huiles essentielles est transitoire. Nos travaux indiquent que tous les mécanismes développés par Pseudomonas pour résister à l'activité des huiles essentielles ne sont que transitoires.
La véritable stratégie mise en place par les bactéries pour résister à long terme à ces composés naturels qu'elle a l'habitude de côtoyer dans la nature n'est pas de les rejeter à l'extérieur, mais plutôt de les transformer chimiquement en molécules non toxiques. On parle de métabolisation. Donc en fait, on voit que oui, les huiles essentielles, les deux qui ont été testés, créent des petites pompes d'efflux qui vont du coup permettre d'expulser dehors les composés potentiellement nocifs pour la bactérie. Mais qu'elle a un autre principe, mais cette fois-ci, c'est uniquement par rapport à la toxicité pour la bactérie de l'huile essentielle. C'est plutôt la bactérie va prendre la molécule toxique de l'huile essentielle, la transformer et la désarmer en gros. C'est vraiment, t'as un petit soldat qui arrive dans la bactérie, puis la bactérie, elle, la fout à poil, et elle le fout à poil. Et il peut plus rien faire. C'est un peu, voilà. L'image, elle vaut ce qu'elle vaut. Désolée, mais c'est un peu ça l'idée. Donc cette transformation chimique est rapide, ces composés disparaissent après quelques heures de contact avec les bactéries, ce qui permet à ces dernières de reprendre leur multiplication. Ce constat nous encourage à développer en collaboration avec les phytochimistes, Corinne Girard, Marco Pudlot et François Sénéjoux de l'Université Marie et Louis Pasteur, des dérivés de composés naturels impossibles à métaboliser par les bactéries. Donc voilà, on constate que les bactéries arrivent à métaboliser les molécules toxiques de certaines huiles essentielles. Bah tiens, si on réfléchissait à l'inverse, que on fasse des trucs qui soient impossibles à métaboliser par les bactéries, et comme ça elles peuvent pas nous avoir, quoi, pour garder justement une activité antibactérienne à plus long terme. Donc il faut continuer la recherche pour mieux utiliser les huiles essentielles. Pour conclure, soulignons que l'objectif de ces travaux n'est pas de déconseiller l'usage thérapeutique des huiles essentielles, car ces molécules naturelles peuvent montrer une activité intéressante en application locale par voie orale ou par inhalation. Encore une fois, en respectant la posologie et les indications, vraiment faites très attention à ça, ne rigolez pas avec les huiles essentielles. De plus, même si leur efficacité est 100 à 1000 fois moindre que celle des antibiotiques, elles présentent, contrairement à ces derniers, l'avantage de ne pas sélectionner de mutants résistants. L'identification des huiles essentielles dont l'action peut se révéler antagoniste, c'est-à-dire opposée et justement faire que les antibiotiques ne marchent pas, à celle des antibiotiques, doit donc être poursuivie et communiquée aux patients, aux associations de malades telles que Vaincre la mucoviscidose, qui soutient nos recherches, mais aussi au personnel soignant, dans la mesure où elle permet d'éviter les associations malheureuses. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez ce genre de traitement, communiquez-le à votre médecin ou à votre pharmacien. Voilà, voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Alors en plus, moi, je vous avoue que les huiles essentielles, j'en utilise de temps en temps, mais j'avais le petit doute quand même de savoir est-ce que j'étais dans un truc qui était un peu, voilà, pseudo, que ça marchait pas vraiment. Et en fait, non, il y a des preuves scientifiques. Je m'étais pas vraiment renseignée, hein, très honnêtement, pour être transparente avec vous, je m'étais pas forcément renseignée. Donc je suis aussi contente de savoir que, bah, en fait, non, elles ont des propriétés qui sont avérées. Donc ça, c'est cool. Et mais je trouve aussi important, intéressant de savoir que là, ils essayent de cibler forcément en priorité les huiles essentielles où la synergie sera négative par rapport aux antibiotiques, parce que vraiment le problème d'antibiorésistance est, encore une fois, une inquiétude majeure, mais aussi que ça leur donne des pistes pour éventuellement voir ça, au contraire, essayer de trouver des synergies positives ou utiliser comment la bactérie et l'huile essentielle fonctionnent pour en faire un truc encore plus qui fonctionne encore mieux. Donc je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça cool, et puis ça me permet de vous dire de, voilà, encore une fois, de ne pas hésiter à transmettre ces infos quand vous utilisez ce genre de traitement un peu paramédical, on va dire. C'est de la parapharmacie plus ou moins.